Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne où on va s'intéresser à ceci, Barbarian of Lemuria, et la gamme en réalité, car oui, il m'est venu l'envie d'acquérir cette gamme. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous, ceux qui suivent la chaîne, mon appétence pour la Sword and Sorcery, et voilà, et je pense que en traduction française en VF, c'est l'une des meilleures offres du marché. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je pense cela, voilà, tout un tas de choses. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec la critique, entre guillemets, de ce premier volume, qui est le livre de règles. Alors, pour commencer, je tiens à préciser que même si les auteurs de cette gamme, qui sont les éditions Ludosphériques, qui au départ était un éditeur qui vendait des jeux de rôle d'occasion, je crois, et qui s'est accoquiné avec le dessinateur, dont le nom m'échappe, mais voilà, je suis au-dessous de tout. Bon, je vous le retrouverai. En tout cas, ça compte pour beaucoup dans l'édition du jeu. C'est un jeu au départ américain, je crois, de Simon Washburn, qui a été donc traduit pour la gamme française. Et une fois n'est pas coutume, l'équipe de traduction, en fait, a fait beaucoup plus fort, puisque ce qu'on a pour la gamme française, c'est spécifique à la gamme française, outre le bouquin de base, et c'est quelque chose vraiment d'une extrême qualité. Voilà, je vais essayer de vous trouver quand même le dessinateur. Roudier, voilà, ça me revient. Donc le jeu Simon Washburn. Et la version française, éditions, Emmanuel Roudier, voilà, c'est la personne qui a commis également le jeu Wurm. Voilà, et plus quelques BD, hein, c'est un très bon illustrateur. Et vous verrez que les choix des illustrations apportent beaucoup à la gamme et à l'univers. Alors, que dire de ce premier ouvrage ? Déjà, on va parler de la copie de la chose. Vous avez une couverture souple avec rabat. C'est assez élégant, hein, ça vous permet de mettre éventuellement des cartes, des choses, des fiches de personnages, de PNJ. Et vous avez ce type de maquette. Donc là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a en fait la table des matières. Et après, vous avez une maquette comme ça, très propre, vous voyez, sur 2 colonnes. Alors quand il y a un ulu, c'est une colonne, mais sinon c'est 2 colonnes. C'est vraiment, en termes de maquette, une des plus belles maquettes que j'ai vues dans la sobriété, du coup l'efficacité. Quand vous cherchez quelque chose, vous le trouvez, même si l'ouvrage est construit d'une manière des fois qui peut surprendre. En tout cas, c'est très très bien fait. Et puis alors, les illustrations, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, parce que c'est quand même le point fort du jeu. C'est du crayonné comme ça en noir et blanc. Mais bon, quand c'est voilà, c'est vraiment superbe, un super coup de crayon. Et surtout, c'est très immersif et ça colle à l'univers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec ce jeu? Alors, il y a le système, en fait. Et là où c'est intéressant, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient le jeu Conan, qui est fait sur la 3.5, une itération de la 3.5, qui quand même peut assez vite donner la migraine quant aux les dons, les trucs, les machins, qui est assez lourd finalement, un peu comme la 5e, qui peut paraître léger, mais au final, on s'aperçoit si on fait une campagne que les combats c'est répétitif, les joueurs utilisent souvent les mêmes dons, enfin tout ce que, voilà, vous connaissez mon point de vue sur la 5e. Pardon, et sur, à mon avis, l'une de ses faiblesses, quoi. Là, on a un système de jeu hyper élégant, hyper simple, qui se fait oublier, et on est vraiment, ça nous enjoint à rester vraiment dans la narration. Alors, on va regarder peut-être un petit peu comment se définissent les personnages pour que vous compreniez un peu mieux le système. Vous avez une fiche de personnage ici, vous voyez que c'est très simple. Hein. En réalité, on a 4 attributs principaux qui sont vigueur, agilité, esprit et aura. Puis on a 4 compétences de combat qui sont initiative, mêlée, tir et défense. Et alors avec ça, vous avez les principales mécaniques de jeu. Alors comment se passent les jets d'action de résolution? On va associer un attribut, par exemple vigueur, et si on veut faire un saut au-dessus d'une fosse, on va associer vigueur et éventuellement
ah oui, il y a un autre, une carrière. C'est-à-dire qu'au départ, vous choisissez, vous avez 4 carrières et vous avez des rangs dans ces carrières. Alors les carrières, si vous avez 2 dans une carrière, vous aurez un plus 2. Vous jetez 2d6, vous ajoutez la valeur de votre attribut. Imaginons que j'ai 2 en vigueur, 2d6 plus 2, et que j'ai une carrière de athlète, par exemple, je ne sais pas si elle existe, mais je dis au hasard, qui va me donner, j'ai 2 rangs, qui va me donner un plus 2, donc j'aurai plus 4. 2d6 plus 4, si je fais 9 ou plus, c'est une réussite. Si je fais moins de 9, c'est un échec. Si je fais un double 1, c'est un échec critique. Si je fais un double 6, c'est une réussite critique. Un système, vous voyez, très très simple. À cela, il va y avoir des petits, quand vous choisissez votre peuple d'origine, avantages, désavantages, donc qui vont être à mettre. Et puis, on a 4 autres jauges qui sont les points de vitalité. Alors, je crois de mémoire que c'est 10 plus la vigueur. En gros, c'est votre réserve de points de vie, d'énergie. Les points de vie, rappelez-vous que c'est pas juste... voilà, vous pouvez en perdre en vous fatiguant, etc., etc. Les points de pouvoir qui vont servir pour les éventuels jeteurs de sorts, les points de foi qui vont servir pour les druides et les prêtres, mais c'est surtout les druides dans ce jeu-là. Et puis les points d'héroïsme. Alors les points d'héroïsme, c'est ce qui va permettre de réaliser des, entre guillemets, des tours de force. Ça vous permet par exemple d'ignorer un jet qui vous tuerait. Des dégâts qui vous tuent, hop, vous cramez un point d'héroïsme, en fait vous tombez sur le sol, un petit round pour se remettre et hop, vous pouvez repartir dans l'action. Ça vous permet également de transformer un succès normal en succès critique et un succès critique en succès légendaire en utilisant à chaque fois un point d'héroïsme qui se récupère. Alors, il y a quelques guides pour la récupération, c'est un peu au bon vouloir en fait des maîtres de jeu. Et en fait, avec ce système très simple, ça permet vraiment de construire des histoires en Sword and Sorcery et surtout de les motoriser d'une façon qui est efficace. Rappelons-nous que typiquement, les héros de Sword and Sorcery vont souvent utiliser les armes pour résoudre leurs conflits. Donc là, on a des combats rythmés, etc. On peut du coup se concentrer sur les histoires, peut-être faire des histoires un peu plus complexes. Alors vous avez des directives dans le jeu où ils vous disent qu'en fait il faut éviter les scénarios trop railroadés, il faut plutôt proposer des situations. Alors si je rentre un petit peu maintenant dans le détail du jeu, sur ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce livre, donc un premier chapitre, Bienvenue en Lémurie, on vous explique un petit peu les tropes de la Sword and Sorcery, Barbarians of Lemuria, le jeu de rôle, les joueurs, le maître du jeu, des concepts sur lesquels vous allez passer assez vite si vous êtes un habitué. Ensuite, on vous explique un peu les règles, notamment le système des carrières. Voilà, le cœur du système tourne autour du concept de carrière. Il n'existe pas de système de compétences, simplement des carrières qui conditionnent les connaissances et les capacités de votre héros. Une carrière donne une vue d'ensemble immédiate des capacités d'un personnage. Si ce dernier est voleur, il saura se glisser dans l'ombre, pénétrer par effraction dans un bâtiment, crocheter la serrure d'un coffre, voilà, etc. Si votre personnage est pirate, il saura manœuvrer un navire ou une barque, grimper dans le gréement, s'orienter aux étoiles, etc. Un héros peut avoir mené plusieurs carrières au cours de sa vie. Il a peut-être débuté comme un jeune impétueux barbare des terres gelées, du Septentrion, puis a passé quelque temps à Malakut où il s'est fait voleur, avant une courte expérience de capitaine mercenaire, pour finir à la tête d'un vaisseau pirate des ports du Seigneur des mers. Voilà, donc ça va faire qu'en fait, on va être au-delà des sempiternelles classes. Ça donne aussi une saveur au jeu, c'est qu'en fait, vous allez typer votre personnage avec ses carrières. Voilà, puis vous avez les traits, voilà, en rappelant que les 4 traits, c'est les aptitudes de combat, initiative, mêlée, tir et défense, qui se passent de commentaires, vous comprenez. Voilà, les 4 attributs, c'est vigueur, agilité, esprit, aura. Voilà, voilà. Alors, la création d'un héros, chaque personnage défini par 4 attributs, vous disposez de 4 points à répartir dans différents attributs. Vous pouvez les répartir comme vous le souhaitez, sans dépasser toutefois un maximum de 3 points dans un même attribut. Les valeurs les plus élevées étant réservées aux héros ayant déjà accompli de nombreux exploits. On verra que dans la mécanique de progression, vous pourrez augmenter vos attributs. Avec l'accord de MJ, vous pouvez décider de diminuer un attribut à une valeur de -1 afin d'obtenir un point supplémentaire. Si par exemple vous voulez mettre 2 en vigueur, vous pouvez mettre 2 en vigueur, 1 en agilité, 1 en aura et -1 en esprit. Voilà, bon. Ensuite, les aptitudes de combat, vous avez à nouveau 4 points à répartir.
Là encore, vous pouvez diminuer de -1. Si vous souhaitez, vous pouvez décider d'abaisser une aptitude à -1 afin d'obtenir un point supplémentaire. Vous ne pouvez procéder à cette option qu'une seule fois. Voilà. Alors la défense, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des armures qui vous permettent d'ignorer des points de dégâts, on va soustraire ça au jet d'attaque de votre personnage. C'est une espèce de défense passive, ça fonctionne très bien. C'est très bien. Ensuite, on va choisir une origine pour le héros, et chaque origine va donner des traits régionaux. Donc vous devrez, après avoir choisi votre terre natale, vous devrez choisir un avantage parmi ceux proposés. Et vous pouvez également décider de prendre un deuxième avantage si vous acceptez de prendre un désavantage. Alors là, on fait un petit peu un déroulé. Donc la côte de feu, le désert de Bachar, Alak, les îles du Crâne, la jungle de Ko et la jungle de Kush, l'Yser, Malakut, le marais de Festrel, le marais de Cache, les montagnes de Laxos, Oumis, Parsol, les plaines du Clar, Satarla, Shambhala, les terres désolées, Tyrus, Urseb, qui est une grande ville, Valgarde, Zalut. Voilà. Donc vous voyez, il y a déjà énormément de diversité. C'est aussi ce qui m'a fait apprécier ce jeu et dire qu'il y a vraiment un bon travail. C'est qu'en réalité, ils ont recréé un petit peu un univers dans lequel vous allez trouver tous les tropes de la sword and sorcery. Alors, on pourrait faire le reproche de dire que oui, ça fait un peu melting pot, entre guillemets, on met tous les trucs et puis voilà. Enfin, si on compare par exemple à l'univers de Pathfinder, ils ont fait un petit peu la même chose avec le médiéval et personne s'en plaint, étant donné que généralement, quand vous jouez une campagne, c'est contingenté. Alors, vous avez une magnifique carte. Vous avez ensuite, alors on va continuer dans l'ordre, les carrières. Alors, je vais vous lire certaines, hein. Alchimiste, assassin, barbare, bourreau, chasseur, danseur, dresseur, esclave, fermier, forgeron, gladiateur, marchand, marin, médecin, mendiant, ménestrel, mercenaire, noble, ouvrier, pilote désert, prêtre, scribe, soldat, sorcier, tentatrice, voleur. Voilà, et vous pouvez inventer des carrières, même si je pense que là, il y a beaucoup déjà de choses à faire. Et comme je vous dis, vous avez 4 points. Donc, pour faire votre héros, vous pouvez choisir 4 carrières. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous allez monter. Vous avez ensuite la liste des avantages et des désavantages. Je vais vous en lire un. Bah tiens, athlète, j'en parlais tout à l'heure. Vous bénéficiez d'un dé de bonus quand vous entreprenez des activités athlétiques, comme courir, nager, grimper ou sauter. Donc le dé bonus, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez jeter 3 des 6 au lieu de 2, et vous allez prendre les 2 meilleurs. Le dé malus, à l'inverse, vous jetez 3 des 6 et vous prenez, vous enlevez le meilleur. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Une fois que vous avez choisi vos avantages et désavantages, on vous parle un peu des langues, les armes, assez simple, hein, en fait, le tableau des armes. Alors les armures, par exemple, si vous avez les armes, commençons par les armes, vous avez une grosse arme d'as, D6 plus B. Ça veut dire, vous faites des dégâts, 1 D6 plus 1 des bonus. Voilà. Donc en fait, le dé bonus, vous jetez 2 D6 et vous prenez le meilleur. Je crois bien que c'est ça, hein. C'est pas plus 1 D6 en plus. Je vais vérifier ça. Les armures, puisqu'après il passe aux armures, autant le faire tout de suite. Une armure légère, vous allez, quand vous perdez des points de vie, vous avez 1 D6 ou un 3, ou alors 1, si on fait une simplification, de points que vous avez en moins. Et vous avez un malus sur les jets sociaux, et vous avez un malus sur les points de pouvoir. Voilà. Alors, les exemples. Accomplir une action, donc un petit peu sur les règles, les succès légendaires, le combat. Exemple de jet de dégâts. Crongar donne un coup de couteau D6M, donc c'est un D6 plus un D malus, à un voleur qui est une piétaille, et obtient au jet de dés un 5 et un 1. Il doit conserver le moins bon résultat. C'est ça, on jette 2 dés, on garde en 4 dés malus le moins bon et en 4 dés bonus le meilleur. Sachant que là encore, il y a un nouveau concept, vos adversaires vont être soit de la piétaille, donc la piétaille c'est vraiment voilà, il faut qu'il soit plusieurs pour un petit peu vous inquiéter, généralement les héros roulent dessus. Alors vous avez piétaille, coriace, rivaux, héros, voilà. Et donc ils ont des bonus de réaction différents, les rivaux étant les plus difficiles à défaire. Vous avez ensuite les guerres de Lémurie.
Donc c'est des petites règles qui vous permettent de faire des jets pour des combats de masse, très intéressants. En quelques pages, on vous explique également des petites règles pour faire des combats navals, très intéressant aussi. On va jusqu'à vous détailler les différents types de navires. Ça rappelle certaines nouvelles de Conan. Vous avez la spécificité de what the fuck un peu de la Sword and Sorcery, ce sont les nefs volantes, car oui, il y a ce genre d'appareil. C'est un peu risqué de s'en servir, mais il y en a, un peu inventé par des savants fous. Et puis vous avez enfin le gros plus de cet ouvrage, l'Atlas de la Lémurie, où là on va rentrer dans le détail, vous expliquer l'histoire légendaire de la Lémurie, l'âge des rois sorciers, l'âge des ténèbres, la création de l'Orbelam, l'âge de l'homme enfin, le retour des rois sorciers, la chute des rois sorciers et le nouvel âge de l'homme. Voilà. Un petit chapitre sur les dieux de la Lémurie, il y en a une vingtaine. Voilà, assez intéressant. Il y a également des dieux sombres, toujours très intéressant, des races de la Lémurie. Il y a certaines choses assez intéressantes, comme les Céruléens, le peuple à gauche, vous voyez, qui tirent un peu vers la science-fiction. Je pense qu'il y a moyen un petit peu de dériver sur ce côté science fantasy, voilà, de faire un truc vraiment original. Vous avez les hommes-oiseaux, les Calucanes, qui sont ces créatures. J'y reviendrai quand on verra le premier supplément, ces créatures avec un œil, et qui sont en fait des gardiens de la reine sorcière. Vous avez les rois sorciers, voilà. Et vous avez la carte. Alors ici, on a une carte, on peut télécharger sur leur site, sur le site des éditions Bleu Sphérique, en noir et blanc et en couleur. Une magnifique carte, hein. Encore une fois, bravo aux cartographes. Et on a dans le premier supplément une carte grand format couleur. C'est vraiment topissime. Donc on vous explique un petit peu. Alors par exemple, si on prend le marais de Festrel, le marais fétide de Festrel s'étend à l'embouchure de la rivière Oum. C'est ici que le seigneur Killart, devenu fou, perdit l'Orbelam. Et ici que la retrouva le seigneur Tangard, après avoir défait l'effroyable Zatog, dont on raconte que la progéniture entrait encore ses marécages. Voilà, là c'est une petite zone, ils ont vraiment fait minimum, il y a des contrées un peu plus décrits. Si je prends Oumis par exemple, Oumis a été la première des nouvelles cités de Lémurie, fondée par les survivants des armées d'Ossal, d'Igbar et de Keb, et des autres cités impliquées dans la bataille du gouffre d'Irdal. Je vous renvoie à l'historique pour en apprendre plus sur cette bataille. Oumis est la seule ville où les Céruléens se sentent chez eux. C'est un important centre de commerce où des marchands de toute la Lémurie viennent en quête d'objets rares issus des plaines de Clar. La cité est gouvernée par le roi Keldon III. La reine Dorlina lui a donné 2 fils, Keldon et Keldéric, et une fille, Nitina. En dépit des protestations de la reine et de ses enfants, Keldon III a récemment pris pour conseiller un druide jaune du nom d'Ilkar. Une secte de druides jaunes connaît actuellement un franc succès auprès d'Oumis et, s'il faut en croire la rumeur, dirigerait de fait la cité par l'entremise d'Iltar qui jouit d'une grande influence auprès du roi. Voilà, vous voyez, c'est par petites touches comme ça que l'univers est décrit. Moi, je trouve ça hyper confortable pour le maître de jeu, un peu comme moi, qui aime bien un peu créer des choses rajoutées, parce qu'on a toute une base qui se tient, qui est très logique dans les tropes de la Sword and Sorcery, et on peut piocher ici et là. C'est vraiment très bien fait. Vous avez ensuite dans le même ouvrage, hein, et pour la modique somme, je crois, de 39 €, 35 €. Hein. Je le rappelle, c'est aussi ça, couverture souple noir et blanc, gros avantage, excellent choix éditorial. Vous avez un bestiaire avec toujours les créatures crayonnées, hein, c'est assez joli. Voilà. Vous voyez par exemple une créature comme un shark. Voilà, taille massive, environnement les jungles. Le redouté dragon des jungles habite dans les forêts vierges de Kush et de Ko. La vie de ce monstre qui ressemble à un tyrannosaure en plus imposant se résume à une quête permanente de viande fraîche pour remplir son estomac immense et insatiable. La gueule caverneuse du shark est hérissée de plusieurs rangées de crocs, aussi grands que des épées valgardiennes. Attribut vigueur 10, agilité 0, esprit -1, vitalité 50. Donc 60 points de vie. Aptitude de combat, attaque +3, dégâts D6 plus bonus x2, défense 0,
Point de protection D6-1. C'est très rapide comme description. Vous avez la photo à gauche, voilà, et vous avez la description. Donc là, ce que je vous ai lu, c'est ce petit tableau grisé. Voilà, ici, je ne suis pas très bon là-dessus. Voilà, donc un super ouvrage. Et cerise sur le gâteau, c'est pas fini. C'est pas fini car derrière le descriptif, on voit un petit mot sur les sagas de la Lémurie, comment maîtriser une partie, comment créer une aventure, en vous donnant un petit peu des indices sur ce qui sont les thèmes et les tropes principaux de la Sword and Sorcery, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop et qui veulent être sûrs de rester un peu dans le cadre pour lequel le jeu a été pensé et pour lequel il fonctionne très bien. Éviter le dirigisme, concevoir une saga. Saga, c'est le terme ici qui remplace campagne. Hein, donc des aventures qui se suivent pour former avec un fil rouge tout au long. Un mot sur les récompenses, gagner des points d'expérience, dépenser des points. Très original, là encore. Les joueurs doivent raconter. Alors à la fin d'une aventure, on vous dit qu'en fait, il ne faut pas hésiter à les récompenser. Ils sont couverts d'or, de pièces, etc. Et avant le début de l'aventure suivante, les joueurs doivent narrer comment ils ont dépensé tout leur argent. Alors celui qui aime faire des fêtes orgiaques va tout dépenser dans des fêtes orgiaques dans les cités. Il va compter ça de la façon la plus rôlistique qui soit. Et par rapport à ce qu'il va raconter, le maître de jeu va lui donner des points d'expérience avec lesquels il va pouvoir développer une carrière, améliorer un attribut, améliorer une aptitude de combat, éventuellement recruter des survivants des suivants si le MJ le permet, acquérir un nouvel avantage ou supprimer un désavantage. Voilà. Un mot sur des petites idées en quelques lignes, les aventures et les sagas. Donc voilà des idées d'aventure en petits paragraphes. Je vous lis le premier. Un mendiant difficile. Au détour d'une rue, alors qu'un personnage jette une pièce dans la sébile d'un mendiant, celui-ci la refuse et demande au personnage de la reprendre. Interrogé, il expliquera que la pièce est maudite et n'ajoutera rien de plus. La pièce fait peut-être partie d'un trésor maudit que les héros ont pillé au cours d'une précédente aventure. Et la malchance va commencer à s'acharner sur eux jusqu'à ce qu'ils rendent tout ce qu'ils ont pris. Cela étant, peut-être le mendiant est-il simplement touché par la malédiction de Morgazon, mais il sait peut-être quelque chose sur les druides jaunes. Voilà. Excellent, moi je trouve ça excellent. Après, c'est à vous de développer. Il y en a comme ça une petite presque une vingtaine. Et puis après, c'est toujours pas fini. On a des aventures, donc, alors Krongar, alors ils prennent Krongar, mais il faut remplacer par le nom d'un de vos héros. Krongar, elle est pleine de la mort, voilà, une aventure. Krongar, elle est voleur de Malakut, voilà, les poignards sanglants, voilà. Les larmes de jouance, encore une aventure, qui en fait il parcourt pas mal de thématiques, hein. Chaque aventure c'est un trope différent. La fin justifie les moyens. Encore une aventure. Voilà. Et ça continue, hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Je crois que celle-ci. L'île de Metunga, encore une aventure. Voilà. Et puis enfin, c'est toujours pas fini. Krongar, le générateur de saga, en jetant des dés, hop, ça vous permet de développer des idées. C'est un système de tableau. C'est très simple, vous regarderez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et enfin, à la fin, les tables récapitulatives et la feuille de personnage. Voilà, vous pouvez la télécharger aussi sur leur site. Là, elle est en format paysage, c'est original. Voilà, et puis toutes les tables qui sont importantes. Dans le premier supplément, qui est actuellement en rupture de stock, donc pour l'instant c'est le seul ouvrage que je n'ai pas pu encore commander, vous avez un écran, donc je pense qu'il reprend les principaux tables. Donc voilà, donc une fois je le redis, je suis vraiment emballé par ce jeu. Si vous cherchez comment m'autoriser avec des règles simples des parties, comment ça peut être très bon pour de l'initiation. Voilà, il y a plein de choses à en faire de ce jeu. J'en profite pour voilà, vous faire une petite annonce. Je vais bien évidemment proposer des parties, vous savez, dans le cadre des parties, je vous renvoie ma vidéo d'accueil, des parties que je propose où il est possible de s'inscrire, moyennant une petite participation et de venir participer à une partie autour d'une table. Je vais proposer des parties de Barbarians of Lemuria parce que je trouve le système vraiment facile et intéressant.
et voilà, dans un esprit que moi j'adore. Donc je vais m'attaquer à ça, le temps de digérer un petit peu, et puis je pense que je vais très bientôt faire des propositions de partie, hein. Ceux qui se sont inscrits, regardez bien votre boîte mail dans les semaines qui viennent, vous n'allez pas tarder à recevoir une proposition de partie. Les autres, si vous le souhaitez, bah, je vous renvoie à la vidéo d'accueil. Il suffit en fait d'envoyer un mail à chronique.étrange, au pluriel, chroniques étranges, avec un point entre chronique et étrange, @gmail.com. Et du coup, je vous inscris dans la liste de diffusion, vous recevez les propositions de partie. À chaque fois que je monte une partie, je l'envoie à cette base de données. Les joueurs qui sont intéressés me contactent, et puis voilà. Généralement, donc, nous jouons le week-end, en après-midi, le dimanche ou le samedi, voilà, parce que c'est plus facile pour tout le monde. Et les parties durent, on va dire, entre trois et 5 heures, généralement 3h30, voilà. 3h30, c'est bien lorsqu'on joue connecté, hein, ça permet de, parce que il y a un peu un phénomène de fatigue sur l'aspect connexion qui est un peu dur avec le casque sur les oreilles, etc. Moi, je sais que 3h, 3h30, c'est vraiment là où on est vraiment dans le bain et on fait des bons souvenirs. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la suite de la pression de cette gamme. Barbarians of Lemuria. Allez, si je devais mettre une notation sur 5 étoiles pour cet ouvrage-là, qui encore une fois se suffit à lui-même, les autres c'est que du bonus, même si on verra qu'il y a des choses très intéressantes, notamment une campagne, ben je dirais 5 sur 5, parce que tout est bien, rapport qualité-prix exceptionnel, 35 euros, vous avez de quoi jouer des années si vous êtes un peu inventif et vous pouvez créer du scénario. Voilà, ce jeu est génial, je vous en reparlerai. De toute façon, de ce que j'ai vu un petit peu de l'ensemble de la communauté, il est très bien chroniqué partout. J'ai vu personne le défendre. Après, il y a certaines personnes, je pense notamment à Isler Dargol, qui lui dit que ça ne lui convient pas. Mais voilà, c'est juste une question de goût personnel. On peut pas, franchement, ce serait difficile de dire que c'est mauvais, tellement la maquette est excellente. Je vous ai pas dit un mot de l'écriture, mais en plus, ça se lit, comme du petit lait. Ça se lit pas comme du Howard, mais ben, quasiment, quoi. On est tout de suite dedans, on a envie de jouer. Voilà, c'est vraiment, si vous aimez ce genre d'univers, vous allez vous régaler. Je vous dis à bientôt, au revoir.